Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous m'entendez? Je vous remercie de vous être déplacés par ces temps pluvieux pour assister à cette présentation d'une communication sur une femme a priori ordinaire, mais dont le parcours s'inscrit dans cette lutte permanente des femmes pour conquérir et affirmer leurs droits en dépit des obstacles. Marie-Aline Wathion, par ses origines, était destinée à être une femme au foyer, une mère de famille, l'assistante d'un époux dans la boutique familiale, comme la plupart des femmes d'origine chinoise de ce début du XXe siècle. Il n'en a été rien, que ce soit sur le plan professionnel ou privé. Marie-Aline Wathion prend son destin en main et de ce fait, son histoire personnelle va rencontrer la grande histoire. Avant de continuer, je voudrais vous dire que cette communication n'aurait pas été possible sans la collaboration de nombreuses personnes, en particulier des descendants de Madame Wathion qui m'ont fourni ces archives personnelles. Cette collaboration a permis de sortir Madame Wathion de l'ombre à la lumière. Je vais rapidement retracer ce parcours de l'ombre à la lumière, de l'anonymat à Wikipédia. Moi, je connaissais Madame Wathion uniquement comme institutrice de Bagatelle, une institutrice extrêmement sévère. Quelle ne fut pas ma surprise, il y a quelques années, de voir dans témoignage, dans une liste de victimes de Vichy, son nom, mais sans motif particulier, donc je n'ai jamais pu joindre la journaliste et savoir pour quel motif elle était dans cette liste de victimes de Vichy. C'est en préparant ma thèse que j'ai balayé de façon systématique les bulletins officiels que j'ai retrouvé son nom dans la liste des nominations et que, alors que l'AROC, l'association réunionnaise des Chinois, d'origine chinoise, des réunions d'origine chinoise, préparait une exposition sur les premiers Chinois dans chaque métier, que j'ai pu montrer qu'elle était la première institutrice chinoise à La Réunion. Et enfin, en relisant les VO de l'année 1940, je l'ai retrouvé dans un arrêté qu'il a démissionné de ses fonctions. Et en tant qu'enseignante, j'ai trouvé là une occasion extraordinaire de montrer à mes élèves que l'histoire que je leur enseignais n'était pas juste une histoire lointaine qui se déroulait dans un temps indéterminé, mais qu'elle rejoignait la vie concrète des gens. Et donc j'ai proposé ce dossier à l'inspection de Sainte-Suzanne, Mme Coqueret, qui a réuni toute son équipe pour pouvoir monter un projet pédagogique global avec au moins 3 classes. La mairie de Sainte-Suzanne a mis l'ensemble de son personnel en charge du périscolaire sur le sujet. Et donc, le tout a donné lieu à la conception de jeux, d'une exposition. Et finalement, aujourd'hui, l'école maternelle de Sainte-Suzanne porte le nom de cette dame. Si aujourd'hui, donc, d'une personne qui était totalement anonyme, vous pouvez aujourd'hui consulter sur Wikipédia un article qui lui est totalement consacré. Et cet article, je ne voudrais pas oublier de remercier le service généalogique de Bourbon parce que pour faire paraître un article sur Wikipédia, il faut une publication scientifique et les membres du service généalogique m'ont laissé la place dans leur revue pour que je puisse publier mon article. Et pour revenir à Aline Wathion, on est dans la Réunion à la fin du XIXe siècle qui voit se terminer la fin des grands flux des travailleurs engagés. L'immigration indienne s'est arrêtée en 1885. Dans ce contexte de la monoculture d'une terre à Cannes, on cherche désespérément des engagés partout. Les Chinois ne sont pas fondamentalement des gens qui sont venus par le biais de l'engagisme, même si les premiers d'entre eux sont arrivés en 1844, alors que l'esclavage n'était pas aboli.
Ils sont environ 54 à ce moment-là, et au total quelques centaines vers 1848. Dans cette fin du 19e siècle, on voit surtout arriver des travailleurs libres qui viennent s'installer dans l'île avec un permis de séjour, en principe comme petits commerçants, originaires essentiellement du Gujarat ou de Chine. C'est dans ce contexte-là que naît Marie-Aline Wathion. Son père, alors je vais un peu insister sur sa famille parce que je trouve que son parcours ne peut s'expliquer que par son contexte familial, même si on ne connaît pas grand-chose sur son contexte familial. Mais bon. Son père, donc, qui s'appelle Wathion, fait partie de ce groupe de gens libres qui arrivent pour travailler comme commerçants. C'est une immigration essentiellement masculine et les femmes arrivent bien plus tard. La première mention de sa présence date de 1888. Vous avez sous les yeux un extrait de registre de permis de séjour. Les permis de séjour doivent être renouvelés tous les ans jusqu'à l'obtention du permis définitif. Et selon ce permis de séjour, on voit qu'il est un commerçant qui est localisé d'une part à la rivière des Pluies et d'autre part dans une maison qui se trouve à l'angle de la rue du Conseil et de la rue Moulin-à-Vent à Saint-Denis, donc en bas de la rue Juliette Dodu, chez une demoiselle Taoshi. Et curieusement, non pas chez un autre commerçant chinois. Alors cette demoiselle Taoshi, c'est probablement sa future épouse qui s'appelle Marie Alexina. Wathion, père, dont je vous mets la photo en plus grand, est né à Canton, on ne sait pas exactement à quelle date. Sur son livret de mariage, c'est écrit 1863, mais sur son acte de décès, c'est écrit 1856. Donc il est né entre 1856 et 1863, et il vient de la province de Canton, dans la Chine du Sud, comme beaucoup de ses compatriotes. Sa maison, là où elle se trouve entre rue du Conseil et rue Moulin-à-Vent, et également une boutique. Et cette rue Moulin-à-Vent tient une place particulière pour la communauté chinoise, puisque là, c'est là qu'est installé un de ses premiers temples. Alors je tiens cette information de la spécialiste de l'histoire du chinois à La Réunion, ça dit Guanyukam. En effet, en 1874, 8 marchands de Saint-Denis demandent au gouverneur l'autorisation de célébrer chaque année les 7 fêtes religieuses qui sont gardées en Chine et qui durent chacune 7 jours, dans une maison sise rue du Moulin-à-Vent numéro 25, dans laquelle seront dressés tous les ornements qui comportent l'exercice de leur culte. Ce temple est aussi un lieu de rassemblement et de vie, où les nouveaux arrivants avaient la possibilité de manger, jouer, être hébergés quand ils venaient de loin, et la possibilité de pratiquer leur culte. Donc, ce n'est pas n'importe où que s'installe Wathion. Le 20 août 1892, il épouse donc à Saint-Denis Marie Alexina Taoshi. Elle a 19 ans, lui, entre 29 ou 36 ans. Alors, cette demoiselle Taoshi porte un patronyme qui est d'origine indienne, d'après notre ami Christian Fontaine qui se trouve dans la salle. Le premier est François, arrivé vers 1755 comme engagé de la Compagnie des Indes, et il est recensé chez Deforge-Boucher en 1784. Marie Alexina, elle est née en 1873 d'un père, Henri, qui est un cultivateur, qui est mort en 1880 à L'étang-Salé et qui est donc mort très jeune puisqu'il n'avait que 49 ans. Et il avait épousé Marie-Mélanie Jans, qui est la fille d'un pêcheur et d'une blanchisseuse. Cette Marie-Mélanie Jans habite rue Sainte-Anne, donc qui est la rue où se trouvent les temples chinois, où elle exerce le métier de couturière. À l'occasion de ce mariage, la jeune Marie Alexina est redomiciliée chez sa mère. Le couple a 5 enfants, et l'aîné de ces enfants est Marie-Aline, qui naît le 3 août 1893 dans la maison de ses parents. Tous ces enfants
Marie-Aline, Henri-Marcel, Eugène Maurice, Marguerite ont tous des prénoms français, et même le père, dans les actes, ne s'appelle plus seulement Wathion, mais Eugène Wathion. On voit bien que la non-transmission de la langue, la christianisation et la scolarisation complètent ce processus d'intégration. On ne connaît pas grand-chose de la famille, mais les photos disent cependant que le statut social de cette famille est plus proche de celle de commerçants, d'une certaine bourgeoisie, que de petits boutiquiers tels qu'on imagine les Chinois à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors, je vais quand même vous montrer ces photos parce qu'on a la chance d'avoir les photos de famille. Et ça, c'est une photo d'Aline petite. Et moi, j'aime à penser que cette photo, elle a été prise en 1900, quand elle avait à peu près 7 ans, au tournant du siècle. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, pour se faire tirer le portrait, il fallait aller chez le photographe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce geste montre toute l'importance que cette fillette avait pour ses parents et explique aussi que son caractère ait pu librement s'exprimer, ce qui ne correspond pas du tout aux critères d'éducation dans la communauté chinoise traditionnelle, où la primauté était quand même accordée aux garçons. Alors, c'est pour ça qu'il serait intéressant d'approfondir la personnalité de Eugène Wathion, mais je n'ai pas pu remonter plus avant. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il sait écrire, il sait lire, il signe tous les actes que j'ai vus. Et ces témoins sont généralement, que ce soit essentiellement pour son mariage, ce sont aussi des marchands, les marchands de Saint-Denis. Et lui-même, il est identifié partout comme commerçant. La photo suivante, c'est toujours dans la famille de Marie-Aline, c'est la photo d'un de ses frères. On ne sait pas quel âge il a, mais cette photo le montre dans un élégant costume avec une fleur à la boutonnière, une bague au doigt, les cheveux bouclés, bien coiffés, les chaussures vernies. Tout dénote ici l'aisance financière de la famille. Enfin, cette photo qui montre Aline un peu plus âgée, et ce que tous les témoins que nous avons interrogés, et ses anciens élèves en particulier, retiennent d'elle, c'est son élégance et son goût des beaux vêtements. Ici, avec la robe en dentelle, le col flotti, les bas assortis, les chaussures vernies. Et là, la photo, elle a été prise en extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment marqué ses élèves. Et lors du travail qui a été fait l'an dernier pour la dénomination de l'école, ses anciens élèves ont reconstitué sa robe. Donc ce que vous voyez là, avec son col coutine. Enfin, quand on leur parle de cette dame, la première chose, c'est la description de ses tenues. Alors, ceci montre, à mon avis, qu'Aline est la fille choyée de ce foyer, et en particulier de son père, et cette conviction est renforcée par le fait que quand elle va enseigner à Bagatelle, dans les Hauts de Sainte-Suzanne, ses parents vont s'installer aussi là-bas. C'est d'ailleurs à Bagatelle que son père meurt au terme de sa vie bien remplie, le 1er novembre 1934, et il a alors plus de 70 ans. Ce cadre familial exceptionnel explique qu'Aline ait pu faire des études. Alors, je rappelle quand même que cette jeune femme est née en 1893, vraiment à la fin du XIXe siècle. Ceci montre donc Aline a pu faire des études. Selon les sources familiales, elle est scolarisée à l'école Joinville pour apprendre à lire et à écrire, mais elle va faire plus que cela, car en plus de son certificat d'études primaires, elle obtient le 11 août 1910 son brevet élémentaire, elle a 17 ans. Elle se destine alors à la carrière d'institutrice et va passer son certificat d'aptitude pédagogique, mais pour cela, il lui faut être française, puisque son père étant un étranger, jusqu'à sa majorité, elle est considérée comme étrangère. Et en 1914, elle devient française par la loi de naturalisation du 29 juin 1889, qui permettait aux enfants d'étrangers nés sur le territoire français de devenir français à leur tour. Donc, c'est comme ça d'ailleurs que la plupart des enfants descendants d'engagés sont devenus français à La Réunion. Alors, c'est une institutrice
institutrice qui est totalement investie dans son métier. Je vous ai dit qu'elle a eu son certificat d'aptitude professionnelle en 1922. Et elle va exercer, dès 1915 comme suppléante à l'école maternelle du Butor à Saint-Denis, et ce pendant 11 ans. Puis à l'école de Bagatelle, où elle est stagiaire, avant d'être titularisée en 1930. Elle a alors, en tant que fonctionnaire d'État, un salaire mensuel de 10 500 francs, avec le supplément colonial qui va avec, qui est de l'ordre de 2 625 francs, et elle dispose aussi d'une indemnité de domesticité de 240 francs. Il faut rappeler qu'à l'époque, les instituteurs et les directeurs d'école étaient des notables. Elle est donc logée par la commune et elle dispose d'une femme de ménage. Et c'est d'ailleurs la fille de cette femme de ménage qui nous a donné les témoignages les plus émouvants sur cette dame. L'école de Bagatelle est donc une école élémentaire mixte qui accueille surtout des garçons. Les élèves dont le nombre est limité à 55 sont dans une classe unique divisée en 3 sections, une section enfantine, un cours préparatoire, un cours élémentaire. L'inspecteur qui vient voir cette école dit que cette école peut servir de modèle d'école rurale car elle est une cour close assez vaste, de l'eau à portée des enfants, un WC à 2 cabinets, l'aération est constante. Les élèves n'ont à craindre ni la pluie ni le soleil car la salle munie de châssis vitrés est flanquée de 2 varangues bétonnées. Le mobilier est neuf et solide. Le matériel d'enseignement comporte une carte de France, une carte d'Afrique, un tableau noir. Elle demande à être complétée bien évidemment, mais enfin l'école est neuve puisqu'elle a été construite en 1927. Et en plus, en raison de la situation sanitaire difficile, avec le paludisme qui est endémique, l'école a même sur place sa propre réserve de quinine. Tous les élèves on a retrouvé quelques élèves qui ont aujourd'hui à peu près 70 ans de cette époque, et tous les témoignages qu'on a recueillis dressent le portrait d'une institutrice très impliquée dans son métier et de sa volonté de permettre aux jeunes de sortir de leurs conditions par l'instruction. Alors justement, la fille de la Nénène témoigne. Cette petite dame avec des traits chinois blanches était pleine de douceur avec ses élèves, disait Cello, qui est l'un d'entre eux, qui fut pendant 6 ans un de ses élèves à l'école de Bagatelle. Elle a donné un enseignement scolaire à chacun, leur permettant au moins de savoir lire et écrire pour des élèves qui venaient de conditions sociales très défavorisées et qui étaient destinés à rester des ouvriers agricoles. Donc cette dame, elle témoigne en disant que c'est grâce à l'enseignement et à l'attention que Mme Voiture portait à ses élèves qu'elle a pu s'en sortir. C'est au cours de sa mission à Bagatelle qu'Aline, je ne sais pas si c'est visible, les arrêtés de promotion, mais c'est au cours de sa mission à Bagatelle qu'Aline Voiture rencontre le compagnon de sa vie. Il a 21 ans de moins qu'elle. Elle était probablement son élève, donc ça me rappelle une chose. C'est un Malbar, c'est le fils aîné d'un grand propriétaire du coin, dont la maison se trouve exactement en face de l'église de Bagatelle et dont les terres s'étalent sur plus d'une centaine d'hectares jusqu'au sommet de la forêt de Côte. Et Michel Pagnanzi est issu donc d'une lignée de gens qui sont installés à Bagatelle depuis longtemps. Qui sont arrivés de l'Inde très tôt et dont le descendant est Félix Pagnanzi qui, devenu donc le propriétaire terrien et notable, est aussi à l'époque devenu conseiller municipal aux côtés du maire Blanchet en 1925. Et donc, il épouse en 1927 Belvisée Eulalie, qui lui donne 12 enfants, dont Michel, le compagnon, puis l'époux d'Aline Voiture. Et alors, on assiste ici à une rencontre doublement improbable, celle d'une femme d'origine chinoise avec le descendant d'engagés indiens, et un couple où la femme a plus de 20 ans d'écart avec son mari, et il a été certainement son élève, puisque
puisque c'était l'institutrice de l'époque à Bagatelle. Et un couple où les gens ont en commun tous les deux d'être des notables, totalement intégrés dans leur milieu social, peut-être moins dans leur milieu ethnique du fait de leur indépendance d'esprit. Et ils vont vivre ensemble. Alors sur ce bulletin, c'est un bulletin d'Ali, bulletin de situation, je ne sais pas si vous arrivez à dire ça, mais qui montre justement qu'elle a son statut, qu'elle a droit qu'elle loge sur place, qu'elle a droit à une domestique, etc. Donc ils vont vivre ensemble une vie entière, peut-être pas tout le temps ensemble, mais surtout en concubinage au su et au vu de tout le monde. Et ce n'est que 15 jours avant la mort de Michel que, revenu dans la maison de Saint-Denis, il se marie en 1952, probablement pour des questions de biens. Alors lequel mariage s'est fait dans la plus grande discrétion, même les gens qui habitaient dans la maison n'étaient pas au courant qu'ils étaient allés se marier. Donc, instruite, intelligente et déterminée, appréciée de tous, la vie d'Aline se heurte de 1940 à 1942, aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, en 1939, par le jeu des alliances, la France entre en guerre contre l'Allemagne nazie. Elle est rapidement défaite. Le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, qui est appelé en sauveur, signe l'armistice le 22 juin 1940. Et le 11 juillet, après le vote des députés et des sénateurs, il devient le chef de l'État français et met fin à la Troisième République. Il est alors âgé de 84 ans, il engage sa révolution nationale et dès le 22 juillet, fait enquêter sur les familles de fonctionnaires. Et à La Réunion, depuis le 27 février 1940, le gouverneur est Pierre Aubert. En dépit des manifestations de patriotisme de la part d'associations comme celle des anciens combattants de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, le gouverneur Aubert engage dès le mois de juin l'île dans l'obéissance au maréchal Pétain, ce avant même que celui-ci n'ait le pouvoir. De 1940 à 1942, les lois édictées par le régime de Vichy sont appliquées à La Réunion. Et le gouverneur et son directeur de cabinet, Jean-Jacques Pillier, mettent en œuvre cette politique de redressement moral et de répression de l'État français. Sont particulièrement surveillés les syndicalistes, les fonctionnaires, les francs-maçons, les membres de la Ligue des droits de l'homme, les communistes, les partisans de De Gaulle et tous ceux qui sont soupçonnés dans le film. Donc, ces lois qui sont proclamées dans l'île très rapidement, en particulier le 22 juillet, celle qui crée les commissions de révision de naturalisation, qui est considérée comme la loi anti-étranger. Ensuite, l'interdiction des sociétés secrètes, sur le statut des juifs, etc. La propagande, elle est assurée par l'hebdomadaire Pépénie Chanteclair. Dans les écoles, où désormais une heure est consacrée à l'enseignement religieux, les couleurs sont levées et les chants sont à la gloire du maréchal à partir de mars 1941. La devise de l'État français, travail, famille, patrie, doit être expliquée aux élèves. L'enseignement doit s'approprier ces nouvelles valeurs et tous les fonctionnaires doivent prêter serment au maréchal et ceux qui refusent sont exclus. Le gouverneur concentre tous les pouvoirs puisque les sessions du Conseil général sont suspendues et que tous les membres de l'administration municipale sont désormais nommés par délégation spéciale du gouvernement de Vichy. Le 11... je ne sais pas si vous... Est-ce que vous lisez ou pas? Bon. Alors c'est bien dommage parce que il y a une série de textes qui vont défiler, donc je ne sais pas du tout comment on va dire ça. Le 11 décembre 1940, Aline Wathion apprend par une lettre du chef de service de l'instruction publique, qui est alors Hippolyte Fouque, qu'elle est démise de ses fonctions. Et ceci a effet immédiat. Selon les télégrammes qui suivent le courrier, elle doit, je cite, s'entendre avec le maire de Sainte-Suzanne ou avec son représentant à Bagatelle pour le récolement du mobilier et du matériel scolaire.
et pour remettre les clés que votre remplaçante prendra le lundi 16. En gros, elle a exactement 5 jours pour partir. Et généreusement, Hippolyte Foutre rajoute: si vous ne pouvez quitter votre logement à la date sus-indiquée, vous pouvez vous entendre avec votre remplaçante et avec le maire pour un délai de déménagement. Donc c'est très très brutalement qu'elle apprend, alors qu'Aline exerce, je rappelle, depuis 1915, qu'elle se retrouve à la fois sans travail et sans logement, et ce avec une baisse drastique de ses revenus, puisque la pension qui lui est désormais allouée ne représente plus que le tiers de son ancien salaire. Alors, il faut bien imaginer que ça fait 47 ans qu'Aline Wathion se vit comme française, plus de 26 ans qu'elle enseigne, quand l'arrêté du 10 décembre 1940 fixe au 15 décembre la date de cessation de service. Qu'est-ce qui justifie que cette enseignante modèle soit exclue ainsi sans autre forme de procès de la fonction publique française? En somme, que lui reproche-t-on? Ce n'est pas dans le registre de l'école de Bagatelle qu'on a retrouvé, complètement, c'est illisible évidemment du coup, complètement à droite pour vous. Donc ce n'est pas dans le registre de l'école de Bagatelle, qui se trouve toujours donc, dans les archives de l'école primaire de Bagatelle, que se trouve la réponse. Là où c'est la première à écrire dans ce registre, et pour les années 1940, 41 et 1942, elle note congé pour affaires personnelles. Et d'ailleurs, aucune personne que j'ai interrogée n'avait connaissance de cette exclusion ni de ce problème lié à Vichy. Et heureusement que les archives départementales ont gardé son dossier et que j'ai pu compléter donc ces informations avec celles des archives départementales. Et donc l'arrêté du 10 décembre fait lui-même référence à un arrêté ministériel qui déclare Mademoiselle Wathion, Marie-Aline, institutrice de 4e classe du cadre de la Réunion, démissionnaire en application de la loi du 13 septembre 1940 sur la nationalité française à titre originaire. Qu'est-ce que ça signifie à titre originaire? Ça fait référence à la façon dont elle a acquis sa nationalité. Elle n'est pas, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être française par le sang. Que son père, on ne tient pas compte évidemment de la mère, hein, vous avez compris qu'il y a une créole depuis très longtemps, mais son père est étranger. Quand elle est née, c'est un étranger. Et donc, de ce fait, ce n'est pas lui qui lui a pas transmis la qualité de française, donc ça nous rappelle autre chose. Et donc, d'un seul coup, elle qui se vit française, elle est considérée comme une étrangère et démissionnée de ses fonctions à ce titre. Alors, ce sont les lois. Alors, vous ne pouvez pas lire, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce document, c'est que le chef du service de l'instruction publique regrette beaucoup de la mettre à la retraite, en dépit de ses bons services, et lui souhaite de bien profiter de sa retraite. Donc, elle est victime donc, de ces lois, dites lois anti-étrangers, dans laquelle la notion d'étranger était laissée à la libre appréciation du gouvernement. Mais elle n'est pas la seule, en fait, à être démissionnée de la sorte, pour le motif de ne pas posséder la nationalité française à titre originaire. Dans le BO, on trouve toute une liste de gens. Alors, comme vous ne pouvez pas lire, je vais quand même lire quelques noms. Comme Zampiro Théo, qui est ingénieur adjoint de TPC, Aurico Lucine, qui est surveillant d'internat au lycée Le Bourg de Lille, Lai Wang Inès, qui est dame dactylographe, Hassan Omarji Assim, surveillant d'internat au lycée Le Bourg de Lille, Desidario, agent de police, Ationombe Pierre Augustin, mécanicien au CPR, mais qui sont démissionnés des agents titulaires, des personnels auxiliaires permanents, des ouvriers auxiliaires temporaires du CPR,
qui est par ailleurs au lieu de la contestation syndicale. Et parmi ceux-là aussi, le cas de Piotr Hippolyte, que certains connaissent peut-être, qui doit démissionner de son emploi de secrétaire de procureur de la République de Saint-Pierre. Donc, l'exclusion d'Aline Moition intervient et elle est victime de cette application de la loi anti-étranger, mais aussi de la loi du 11 octobre sur l'emploi féminin, qui interdit l'emploi des femmes mariées dans les administrations, ce pour lutter contre le chômage. C'est-à-dire que le gouvernement de Vichy a trouvé un moyen pour donner du travail aux hommes, on va dire ça comme ça. Et je lis l'article 2 de cet arrêté du 14 novembre 1940 qui promulgue cette loi, et je cite: « Est provisoirement interdit à compter de la publication du présent acte l'embauchage ou le recrutement des femmes mariées dans les emplois des administrations au service d'État, départements, communes, établissements publics des colonies, pays de protectorat ou territoire sous mandat, réseau de chemin de fer d'intérêt général ou local ou autres services concédés, compagnie de navigation aérienne, maritime subventionnée, régie municipal ou départemental, direct ou intéressé. » Donc, partout, les femmes sont priées de rentrer chez elles. Et l'article 10 de cette loi vise particulièrement les agents, je cite, les agents du sexe féminin vivant notoirement en état de concubinage. Donc, ce qui est le cas aussi d'Aline. Donc, elle est pénalisée sur 3 motifs. Et d'ailleurs, parmi les documents qui lui sont réclamés pour la constitution de son dossier de pension, il est demandé, outre son acte de naissance, une déclaration de célibat. Alors, néanmoins, c'était, comme je vous l'ai dit, une institutrice très appréciée. Et donc ici, on a une lettre du maire de Sainte-Suzanne, qui est René Payette, qui est pétainiste notoire, donc qui ne cache pas ses opinions, et qui néanmoins regrette de perdre une telle institutrice et lui envoie un courrier dans lequel il tient à lui faire savoir ses regrets. Et il dit, je cite, « À l'heure où l'application d'un décret rendu nécessaire par trop de facilité accordée à la pègre internationale vous frappe durement, nous tenons à vous faire savoir que la commune a toujours été satisfaite de vos services et qu'un tel décret n'aurait certes pas été nécessaire si tous les étrangers venus en France s'étaient montrés aussi bonnes françaises que vous. » Donc, la vie quotidienne d'Aline devient difficile, comme pour tous les Réunionnais d'ailleurs, puisque je vous rappelle qu'il y a un blocus qui est mis en place par la flotte britannique qui empêche les relations avec l'extérieur, y compris avec Maurice ou Madagascar, et elle se retrouve à demander à Hippolyte Fouque des avances sur sa pension pour pouvoir vivre. Alors même si on peut penser que son compagnon étant un propriétaire terrien, elle a souffert moins que d'autres des privations, néanmoins, on voit bien que la situation est difficile et on a d'autres témoins de cette époque, d'autres personnes qui ont été exclues pour d'autres motifs, en particulier, par exemple, Simon Lucas, qui est un instituteur, un des fondateurs du SNIC, qui a été lui-même victime de la loi visant les associations secrètes, ou alors Antoine Narassiguin, qui lui a été victime, exclu pour désobéissance aux nouvelles lois religieuses anti-laïques du gouvernement, désobéissance donc aux nouvelles lois religieuses anti-laïques du gouvernement de Vichy, parce qu'il refusait d'obéir au fait qu'il fallait faire la prière en classe. Donc tous ces gens-là se retrouvent à retrousser leurs manches, et ces deux-là, Narassiguin, lui, il avait de nombreux enfants, mais il avait surtout des terrains, donc il raconte quand même comment il a dû se retrousser les manches et aller travailler la terre pour pouvoir nourrir sa famille pendant toute cette période. Donc pendant ce temps-là, les forces françaises libres de Gaulle progressent à la reconquête des territoires. Dans l'océan Indien, la prise politiquement et militairement depuis la prise de Diego Suarez au nord de Madagascar par les troupes britanniques en mai 1942, on s'attend dans l'île à l'arrivée des troupes alliées de Gaulle. C'est ce qui va se produire donc, dans la nuit du 27 au 28 novembre 1942, avec le contre-torpilleur, le Léopard, qui arrive avec à son bord le futur gouverneur André de Capagori.
Le contre-torpilleur qui débarque des soldats et des forces françaises libres, qui s'empare sans problème de Saint-Denis, qui est déclarée ville ouverte dès le 27 septembre. Le gouverneur Aubert, lui, ne veut pas capituler, et le commandant Evenou menace très habilement de détruire les usines de ses partisans qui sont visibles sur le littoral, à savoir le Gol, qui est la propriété de Réal Dupuis, Quartier Français, qui est la propriété de René Payette, Bois-Rouge, qui est la propriété d'Henri Orange. Et finalement, Aubert cède, et le 30 novembre 1942, l'île est définitivement libérée. Elle passe sous le contrôle de la France libre et du gouverneur Capagori, dont le premier souci est de réapprovisionner l'île. Donc, de ce fait, le 20 décembre 1942, le général de Gaulle annule l'arrêté du 10 décembre 1940, ce qui permet de réintégrer tous ceux qui ont été démissionnés d'office. Et en conséquence, Aline Wattion reprend son activité, elle est réintégrée dans la fonction publique, elle retrouve son statut, son salaire, etc. Elle redevient la directrice de l'école primaire de Bagatelle et retrouve toute sa place. Elle doit s'occuper des élèves qui sont dans un état d'extrême pauvreté. On a le rapport de l'inspecteur général Finances en 1948, qui a été édité récemment par l'ARS Terre-Créole et qui dit que la situation, je cite, sanitaire est nettement mauvaise, surtout sur le littoral où sévit le paludisme. Alcoolisme, paludisme, maladies vénériennes, lèpre, tuberculose sont les artisans d'une redoutable dégénérescence physique de la population. 95% de la population est invalidée. Et c'est à cette jeunesse déshéritée qu'Aline Wattion essaie de donner le goût d'apprendre. En 1949, elle va enfin prendre sa retraite. Officiellement, le ministère l'envoie, elle reçoit une lettre selon laquelle elle est mise à la retraite. Elle a droit à sa retraite. Et à ce moment-là, elle reçoit une lettre du vice-recteur, toujours Hippolyte Fouque, qui lui rend hommage en ces termes et qui lui dit, le même qu'il a mis dehors: je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus sincères pour les 25 années de service et de dévouement que vous avez consacrés à la jeunesse du département. En particulier, la population de Bagatelle vous demeurera reconnaissante de ce que vous avez fait pour ses enfants. Vous avez dirigé cette école depuis plus de 20 ans avec un zèle auquel je suis heureux de rendre hommage. Je vous prie d'accepter mes souhaits très sincères de longue et paisible retraite. Donc, elle pense que tout est bien vérifié, bien, elle va prendre sa retraite. Erreur, elle est réintégrée en 1950. Pourquoi? Alors, j'ai pensé qu'en fait, on avait besoin d'un instituteur remplaçant, pas du tout. Dans son dossier personnel, alors il y a un document qui est difficile à lire, où elle est remplacée pour faire elle est rappelée pour faire des remplacements. Elle est affectée à l'école mixte de Bagatelle et ensuite à l'école des garçons de Saint-Louis et puis à l'école Joinville. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans ce document qui sont ses notes personnelles qui se trouvent dans son dossier, où elle dit en première ligne qu'en fait le ministère l'a envoyée par erreur à la retraite. Et donc il la rappelle. Et c'est le seul document d'ailleurs de tout ce que j'ai consulté où elle finit par noter que de 1940 à 1943, elle a été victime de la loi de Pétain. C'est noté sur ce document. Finalement, après une vie bien remplie, elle décède en 1960 à l'âge de 67 ans, et elle repose aujourd'hui, comme c'est une dionysienne, bien sûr, dans le cimetière de l'Est à Saint-Denis. Et finalement, c'est bien à Charopédy que nous devons l'idée de hussard noir qui va vraiment comme un gant. Alors évidemment, comme le dit Carpadin, ce qu'on peut dire hussard de noir, ça m'étonnerait qu'on puisse dire hussard de noir malgré tous les efforts possibles. Et donc, c'est hussard noir de la République qui consacre ces personnes, ces enseignants qui ont consacré toute leur vie à la promotion, à l'enseignement et à l'éducation, et une définition qui lui correspond totalement. J'espère que je vous ai fait partager
le destin tragique et courageux de Marie-Aline Wathion, qui fut donc victime de la répression vichysoise à La Réunion, exclue par les pétainistes, parce que son père était un étranger à sa naissance, ce en dépit des services rendus à la population, qui a été réhabilité par De Gaulle et qui incarne ainsi un épisode peu connu de notre histoire.